Au début du XIXe siècle, dans une région isolée du Tennessee, une histoire commença à prendre forme, remettant en question ce que l'on connaissait comme réalité. La famille Bell, composée de John Bell, sa femme Lucy et leurs enfants, vivait dans une ferme prospère à Red River, un endroit paisible, entouré de forêts denses. Le cadre semblait parfait pour une vie tranquille, mais cela allait changer drastiquement. Tout commença par des bruits inexpliqués venant de la maison, des coups frappés contre les murs, des pas lourds dans le grenier et des chuchotements que personne ne pouvait identifier. Ces événements, au départ de simples perturbations, devinrent rapidement bien plus sinistres. Au fil des jours, les phénomènes s'intensifièrent. Les animaux de la ferme commencèrent à agir de façon étrange, refusant de s'approcher de certaines zones et poussant des cris de détresse. La nuit, les enfants se réveillaient en hurlant, affirmant avoir vu des ombres rôder dans les coins de leur chambre. Les voisins, d'abord sceptiques, commencèrent à entendre les mêmes récits effrayants lorsqu'ils visitaient la propriété. Ainsi, l'histoire de la malédiction de la sorcière de Bell commença à se répandre dans la région, alimentée par la peur et la curiosité. Qu'est-ce qui perturbait ainsi la paix des Bell? Certains pensaient qu'il s'agissait d'un esprit vengeur, tandis que d'autres, plus religieux, craignaient qu'il ne s'agisse de l'œuvre du diable lui-même. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'était l'impact qu'aurait cette entité sur leur vie et comment cette histoire deviendrait l'un des récits de hantise les plus célèbres des États-Unis. Ne laissez pas ce mystère vous échapper. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires terrifiantes comme celle-ci et révéler les secrets des légendes les plus effrayantes du monde. La propriété des Bell était vaste et fertile, entourée de champs verdoyants et d'une forêt dense qui semblait murmurer des secrets anciens. Pendant la journée, la ferme était baignée par le soleil chaleureux du sud, mais la nuit, le lieu adoptait une atmosphère complètement différente. L'obscurité était épaisse, presque palpable, et le silence absolu était souvent brisé par des sons inexpliqués. Le vent semblait parler aux arbres, et les branches se courbaient comme guidées par des mains invisibles. John Bell, connu pour son caractère ferme et sa personnalité charismatique, essayait de rester calme face aux événements étranges qui se déroulaient sur sa propriété. Pourtant, il savait que quelque chose n'allait pas. Une nuit, alors qu'il patrouillait sur le terrain avec son fils aîné Drew, ils furent témoins d'un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. Une silhouette encapuchonnée, aux yeux brillants, se tenait au bord de la forêt. Lorsqu'ils tentèrent de s'approcher, la silhouette disparut dans l'obscurité sans un bruit. Cet événement marqua le début d'une série d'apparitions inexpliquées. La forêt semblait vivante, et des rumeurs commencèrent à circuler parmi les travailleurs de la ferme et les voisins. Certains disaient avoir entendu des chants lointains provenant des bois, tandis que d'autres juraient avoir vu des ombres traverser les champs sous la lumière de la lune. La présence de quelque chose de surnaturel n'était plus une simple hypothèse. C'était une réalité que personne ne pouvait ignorer. Les nuits à la ferme des Bell étaient devenues un champ de bataille entre l'inconnu et la santé mentale de la famille. Les objets bougeaient seuls, les portes claquaient violemment, et des voix chuchotaient des mots indéchiffrables. C'était comme si la maison elle-même s'était transformée en un portail vers quelque chose d'au-delà de ce monde. Lucy Bell, la matriarche, se réveillait souvent avec la sensation que des mains invisibles touchaient son visage ou tiraient sur sa couverture. Un jour, la plus jeune fille, Betsy, commença à développer des marques mystérieuses sur son corps.
Les blessures ressemblaient à des griffures profondes et apparaissaient toujours après qu'elle ait affirmé entendre des rires étranges dans sa chambre. À chaque nouvel incident, la peur de la famille grandissait, tout comme leur sentiment d'impuissance. Ils étaient poursuivis par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, mais qui semblait être partout. Les voisins, intrigués et terrifiés, commencèrent à éviter la ferme. Les histoires qui circulaient à propos de la propriété des Bell incluaient des récits de lumières mystérieuses dans la forêt et d'animaux qui disparaissaient sans laisser de traces. Même le pasteur local, qui cherchait initialement à aider la famille par des prières, avoua ressentir une force maléfique planer sur les lieux. L'obscurité était devenue une présence inquiétante dans la vie des Bell. C'était plus qu'une simple absence de lumière, c'était comme si quelque chose de vivant habitait dans les ombres. Pendant les nuits les plus calmes, les chuchotements devenaient plus intenses. Ils ressemblaient à des voix superposées, parfois murmurant sur un ton menaçant, parfois riant d'une manière presque enfantine. John Bell essayait de résister à sa peur, mais même lui savait que les forces dans sa maison dépassaient l'entendement. Une nuit particulièrement terrifiante, Betsy se réveilla en criant, affirmant que quelqu'un lui avait tiré les cheveux avec force. Lorsque Lucy se précipita dans sa chambre, elle trouva sa fille tremblante et les yeux fixés sur un coin sombre de la pièce. Elle pointa du doigt, mais Lucy ne vit rien. Pourtant, la sensation d'être observée était indéniable. John, entendant le bruit, entra avec une lanterne, mais lorsque la lumière illumina le coin, tout était silencieux, à l'exception des chuchotements qui flottaient encore dans l'air. Les membres de la famille commencèrent à éviter d'être seuls. Ils se réunissaient dans le salon la nuit, lisant à voix haute des passages de la Bible dans une tentative désespérée d'apporter la paix à la maison. Cependant, cela semblait seulement énerver davantage la présence. En réponse à leurs prières, la maison vibrait, les fenêtres tremblaient et un rire résonnait à travers les murs. La force invisible faisait clairement savoir qu'elle ne se laisserait pas intimider. Alors que les événements surnaturels persistaient, les Bell commencèrent à rapporter quelque chose d'encore plus inquiétant. Une silhouette sombre apparaissant dans les champs autour de la maison. Toujours au crépuscule, une ombre indistincte pouvait être aperçue au loin, debout parmi les arbres. Lucy, qui avait l'habitude de coudre près de la fenêtre, fut la première à la remarquer. Elle tenta de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un tronc d'arbre ou d'un jeu de lumière, mais la sensation d'être observé était indéniable. John décida d'enquêter. Armé d'un fusil, il se rendit à l'endroit où Lucy avait vu la silhouette. En s'approchant, il entendit des pas rapides et une respiration lourde, mais il ne trouva rien. Cependant, l'herbe autour de lui était aplatie, comme si quelqu'un s'était tenu là quelques instants plus tôt. Il retourna à la maison en silence, mais son visage pâle révélait ce qu'il n'osait admettre. Quelque chose était là, et cela savait qu'il avait peur. À partir de ce moment, les apparitions devinrent plus fréquentes. La silhouette sembla prendre forme, ressemblant à une figure féminine, enveloppée dans un manteau sombre. Une nuit, Betsy affirma avoir entendu la silhouette l'appeler par son nom, d'une voix sifflante qui lui glaça le sang. L'entité n'était plus une simple présence. Elle interagissait avec la famille, et ses intentions étaient aussi sombres que sa forme. C'est lors d'une nuit d'orage que la voix de l'entité se fit entendre clairement pour la première fois. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit de la pluie battant sur le toit, lorsqu'un cri résonna dans le couloir. « Tu paieras pour ce que tu as fait !» C'était une voix féminine,
chargé de haine et de douleur. Tout le monde se réveilla en sursaut et se précipita dans la chambre de Betsy, d'où semblait provenir le son. Lorsqu'ils entrèrent, ils trouvèrent la jeune fille recroquevillée dans un coin, en pleurs et le regard perdu. « Elle était là », murmura Betsy en pointant son lit. L'endroit où elle avait dormi était glacé au toucher, comme si quelque chose avait aspiré toute la chaleur de la pièce. Au-dessus de la tête de lit, des marques profondes de griffes sur le mur témoignaient que la menace était bien réelle. Le lendemain, John décida de réunir les voisins pour leur expliquer ce qui se passait. Il soupçonnait que la présence était liée à une femme nommée Kate Batts, une ancienne voisine accusée de sorcellerie et qui avait juré vengeance avant sa mort. Les soupçons que la malédiction des Bell était son œuvre se renforcèrent lorsqu'un voisin se rappela de ses dernières paroles. « Mon âme ne reposera jamais, tant que les Bell ne souffriront pas comme moi. » Après la révélation concernant Kate Batts, la tension à la ferme des Bell atteignit un point culminant. La famille commença à remarquer des signes montrant que l'entité gagnait en puissance. Des miroirs se brisaient sans raison apparente, les portes s'ouvraient et se fermaient d'elles-mêmes, et même la nourriture dans la cuisine était projetée au sol. C'était comme si l'entité voulait montrer qu'elle avait un contrôle total sur la maison. L'un des événements les plus troublants se produisit pendant le dîner. Alors que la famille était réunie autour de la table, la nourriture disparut soudainement de leurs assiettes. Lucy, tentant de rester calme, commença une prière, mais au milieu de ses paroles, un cri assourdissant retentit dans la pièce, obligeant tout le monde à se boucher les oreilles. Les assiettes tombèrent au sol et un message apparut dans la poussière sur la table. « Je suis ici. » Les travailleurs de la ferme commencèrent à abandonner leur poste, affirmant qu'ils se sentaient observés par des yeux invisibles ou qu'ils entendaient des voix les appeler par leur nom. Chaque jour, il devenait de plus en plus évident que la malédiction ne pouvait pas être ignorée. L'entité voulait être reconnue et n'épargnait aucun effort pour y parvenir. La vie de Kate Batts était entourée de mystères pour de nombreux habitants du village. Considérée comme une femme excentrique, elle vivait isolée et pratiquait des rituels que la population locale jugeait étranges. Sa réputation de sorcière commença après une série de malheurs. Tout d'abord, elle perdit son mari dans un accident tragique. Puis, sa petite propriété fut achetée par John Bell, dans une transaction que beaucoup considéraient comme injuste. Kate croyait que John avait profité de sa situation vulnérable pour acquérir ses terres à un prix dérisoire. Cela la poussa à le confronter publiquement, criant des mots qui, à l'époque, furent pris pour de simples expressions de désespoir. « Toi et ta famille, vous paierez pour ce que vous avez fait. J'invoquerai des forces que même Dieu ne pourra arrêter. » Certains riaient, tandis que d'autres ressentaient un frisson en entendant sa voix pleine de colère. Après sa mort, survenue dans des circonstances mystérieuses, les rumeurs commencèrent à se multiplier. On disait que Kate avait conclu un pacte avec des forces obscures et que son âme ne trouverait jamais le repos. Lorsque les événements surnaturels commencèrent à hanter les Bell, beaucoup dans le village furent convaincus qu'il s'agissait de l'esprit vengeur de Kate, accomplissant sa promesse. Les attaques de l'entité commencèrent à se concentrer sur John Bell. Le patriarche de la famille ressentait une faiblesse constante, comme si son énergie était drainée. Il souffrait également de violents maux de tête et d'engourdissements dans les bras, des symptômes que les médecins locaux ne pouvaient expliquer. « C'est comme si quelque chose m'empoisonnait », confia-t-il à Lucy une nuit. Un jour, alors qu'il travaillait dans les champs, John s'effondra soudainement. Drew,
son fils aîné, courut à son secours, mais le trouva inconscient, avec des marques sombres sur le cou, comme si des doigts invisibles l'avaient étranglé. Lorsqu'il reprit conscience, John raconta qu'il avait entendu la même voix féminine, disant « Tu seras le premier ». À partir de ce moment, John devint l'ombre de lui-même. Il ne pouvait presque plus marcher sur la propriété, et ses affaires commencèrent à s'effondrer. Lucy faisait tout ce qu'elle pouvait pour le protéger, mais le regard vide de John révélait qu'il savait ce qui l'attendait. L'entité semblait tenir sa promesse de destruction, et John Bell n'était que le début. Avec John Bell affaibli, l'entité dirigea son attention sur le reste de la famille. Lucy, qui avait jusque-là été épargnée, se réveillait désormais avec des griffures sur les bras, comme si des griffes invisibles avaient déchiré sa peau. Betsy, cependant, restait la principale cible, subissant des attaques physiques presque toutes les nuits. C'était comme si l'entité se nourrissait de la peur et de la douleur de la jeune fille. Une nuit particulièrement sombre, la famille entendit un bruit assourdissant venant du grenier. John, malgré son état fragile, insista pour enquêter. Il monta les escaliers avec Drew, mais ne trouva que l'obscurité et une sensation oppressante qui alourdissait l'air. Lorsqu'ils redescendirent, le bruit cessa, mais le lendemain matin, les meubles du salon étaient renversés, comme si une tempête avait traversé la pièce. La ferme était devenue un lieu de terreur constante. Les ouvriers refusaient de rester après la tombée de la nuit, et même les animaux montrèrent des comportements étranges, refusant de s'approcher de la maison. La sensation persistante d'être observée poussait la famille au bord de l'effondrement. L'entité ne se contentait pas de remplir la malédiction de Kate Batts. Elle semblait savourer chaque moment de leur souffrance. En explorant la forêt autour de la ferme, Drew fit une découverte troublante. Un cercle de pierres parfaitement aligné dans une clairière. L'endroit dégageait une énergie étrange, et le silence y était absolu, comme si même les oiseaux évitaient cet espace. Les pierres étaient couvertes de marques ressemblant à des symboles, mais personne dans la famille ne pouvait les déchiffrer. Lorsque Drew raconta sa découverte, John se souvint que Kate Batts était souvent vue se dirigeant vers cette même forêt. Beaucoup croyaient qu'elle y effectuait des rituels, et il y avait désormais un lien direct entre ces pratiques et les événements qui tourmentaient les Bell. Cette même nuit, Betsy fit un cauchemar terrifiant. Dans son rêve, elle vit le cercle de pierre entouré de flammes et entendit la voix de l'entité murmurer « C'est le portail. Tout commence et finit ici. » Lorsqu'elle partagea son rêve avec sa famille, tous crurent que la solution à leur tourment se trouvait dans cet endroit. Mais l'idée de retourner dans la clairière les remplissait de terreur. Dans leur désespoir, les Bell firent appel au pasteur Williams, un chef spirituel respecté dans le village, pour les aider à affronter les événements. Dès son arrivée à la ferme, il sentit que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était lourde, comme si le mal avait imprégné les lieux. Il commença une prière, mais ses paroles furent interrompues par un rire fort et moqueur qui semblait résonner dans toute la maison. Malgré la frayeur, le pasteur insista pour continuer. Pendant le rituel, des livres tombèrent des étagères et les bougies s'éteignirent toutes seules. Le moment le plus terrifiant arriva lorsque le pasteur sentit des mains invisibles serrer son cou. Forcé d'interrompre la prière, il admit « Ce qui est ici est puissant. C'est quelque chose que je ne peux pas affronter seul. » Après avoir quitté la ferme, Williams partagea son expérience avec les villageois.
Il confirma que la famille Bell était confrontée à une force maléfique qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. La communauté, qui doutait encore des récits des Bell, fut convaincue de la réalité de la malédiction, et la peur commença à se répandre au-delà des frontières de la propriété. Les nuits à la ferme des Bell étaient devenues un cauchemar sans fin. Ce qui avait commencé par des bruits et des chuchotements s'était transformé en attaques physiques violentes et en visions terrifiantes. L'entité semblait gagner en puissance chaque jour. Betsy, la plus touchée, se réveillait fréquemment en hurlant, affirmant que des mains invisibles l'avaient tirée hors de son lit. Ses cheveux étaient souvent emmêlés en nœuds, et des ecchymoses inexplicables apparaissaient sur son corps. Lucie tentait de protéger sa fille en restant à ses côtés chaque nuit. Mais cela n'empêchait pas l'entité de poursuivre ses assauts. Une fois, Betsy perdit la voix pendant des heures après une attaque particulièrement violente. Lucie, submergée par le désespoir, se sentait impuissante face à la terreur que subissait sa fille. Il était clair pour toute la famille qu'ils étaient la cible de quelque chose qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni contrôler. Même les plus jeunes enfants commencèrent à rapporter des événements étranges. Ils décrivaient avoir vu une femme se tenir dans les coins de leur chambre, murmurant des mots incompréhensibles. « Elle a dit qu'elle voulait nous emmener de l'autre côté », confia l'un d'eux. La tension envahissait chaque recoin de la maison, et les nuits, censées apporter du repos, étaient devenues la période la plus redoutée de la journée. C'est lors d'une nuit d'orage que la voix de l'entité se manifesta clairement pour la première fois. Alors que la famille était réunie dans le salon pour se protéger du grondement du tonnerre, un rire féminin moqueur retentit à travers toute la maison. Puis la voix parla. « Je suis Kate. Vous m'avez volé. Et maintenant vous allez payer. » La révélation laissa tout le monde paralysé. L'entité avait enfin révélé son identité en tant que Kate Batts, confirmant les pires craintes de la famille. Ces mots étaient empreints de colère et de douleur, comme si des décennies de ressentiment avaient été libérées en un instant. Les enfants se mirent à pleurer, tandis que John Bell tomba à genoux, murmurant des prières dans une tentative désespérée de calmer l'atmosphère. Lucie, essayant de confronter l'entité, s'écria « Pourquoi nous fais-tu cela ?» La réponse arriva comme un coup de tonnerre. « Tu le sais, Lucie Bell, ton mari a volé ce qui m'appartenait. Maintenant, je vais prendre tout ce qu'il aime. » À partir de ce moment, la présence de Kate Batts devint encore plus tangible, et la famille comprit qu'elle faisait face à une force qu'elle ne pouvait affronter seule. À mesure que les événements à la ferme des Bell s'intensifiaient, les rumeurs se répandirent dans toute la région. Les voyageurs passant par Red River parlaient de la malédiction de la sorcière de Bell, et des journalistes locaux commencèrent à documenter les phénomènes étranges. L'affaire attira même l'attention de figures importantes, dont le général Andrew Jackson, qui devint plus tard président des États-Unis. Intrigué par les récits, Jackson décida de visiter la ferme pour être témoin des événements. Il arriva un matin froid avec son entourage, mêlant scepticisme et curiosité. Cependant, le groupe n'atteignit même pas la maison avant qu'un événement inexplicable ne se produise. Leurs calèches s'immobilisèrent soudainement, comme retenues par une force invisible. Selon les témoignages, Jackson entendit la voix de Kate déclarer « Tu n'es pas le bienvenu ici, général. » Terrifié, il ordonna à ses hommes de battre en retraite, affirmant qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi effrayant de sa vie. Après cet épisode, l'affaire gagna encore plus de notoriété, établissant la malédiction de la sorcière de Bell comme l'une des histoires les plus célèbres et les plus effrayantes de l'histoire américaine.
La famille Bell chercha désespérément des solutions alternatives pour se débarrasser de l'entité. Avec l'aide d'amis et de voisins, ils organisèrent une série de rituels religieux, comprenant des prières et des chants destinés à bannir le mal de leur maison. Mais ces tentatives semblaient uniquement irriter davantage l'entité, qui répondait par des actes encore plus violents. Lors d'un de ces rituels, la Bible que Lucie tenait dans ses mains fut arrachée et jetée dans le feu de la cheminée. La voix de l'entité résonna dans la maison. « Votre foi ne signifie rien pour moi. » La famille comprit qu'elle faisait face à quelque chose qui défiait toute explication conventionnelle. Combattre Kate, c'était comme lutter contre une tempête invisible, violente, implacable et impossible à arrêter. Les attaques devinrent également plus sinistres. Un jour, Betsy fut retrouvée attachée à son lit par des draps qui semblaient s'être enroulés autour d'elle tout seul. Une autre fois, un visiteur qui s'était moqué de la légende fut projeté violemment contre un mur. L'entité semblait déterminée à prouver qu'aucun endroit et aucune personne n'était à l'abri de sa colère. Dans ce chaos, John Bell commença à tenir un journal pour documenter les événements. À la lumière des bougies, il relatait les attaques nocturnes, les apparitions et la sensation constante d'être surveillé. Ses écrits révélaient non seulement les souffrances physiques qu'il endurait, mais aussi le poids émotionnel de la culpabilité qu'il portait pour ce que sa famille traversait. Dans le journal, John avouait que la transaction concernant les terres de Kate Batts n'avait pas été entièrement honnête. Il admettait avoir profité de sa situation vulnérable pour en tirer un avantage. Mais il n'avait jamais imaginé que cela conduirait à la tragédie qu'il vivait. « Ma cupidité nous a amenés ici », écrivait-il dans une entrée. « L'âme de Kate ne reposera pas tant que je serai en vie. » Lorsque Lucie découvrit le journal, elle fut dévastée. Bien qu'elle aimât son mari, elle ne pouvait ignorer son rôle dans le déclenchement de la malédiction. Elle le confronta, mais il répondit simplement « Je paie déjà pour mon erreur ». Ces paroles sonnaient comme une reconnaissance que son destin était scellé. Face à des attaques de plus en plus intenses, la famille Bell décida de recourir à des mesures extrêmes. Ils firent appel à un guérisseur local qui prétendait avoir de l'expérience avec les forces surnaturelles. Celui-ci proposa un rituel complexe nécessitant des objets personnels ayant appartenu à Kate Batts, des prières spécifiques et des offrandes pour apaiser l'entité. Le rituel se déroula dans la clairière où se trouvait le cercle de pierre, considéré comme l'épicentre de la malédiction. Pendant la cérémonie, l'air devint lourd et un vent glacial commença à souffler, bien qu'il n'y ait aucun signe de brise. Tandis que le guérisseur récitait ses incantations, une silhouette sombre apparut entre les arbres, observant la scène à distance. Au moment culminant du rituel, une explosion de lumière et de son aveugla tous les participants. Lorsque la clairière redevint normale, le cercle de pierre était détruit et le guérisseur déclara avoir affaibli l'entité. Cependant, il avertit que la malédiction ne pourrait être complètement levée tant que John Bell serait en vie. La famille retourna à la maison avec une lueur d'espoir, mais un sentiment d'inquiétude persistait. Déjà fragilisée par les attaques incessantes, la famille Bell subit un autre choc en découvrant que tous ne leur étaient pas favorables. Lors d'une conversation avec un ouvrier, Drew apprit que Samuel Hargrove, un voisin prétendument ami de la famille, répandait des rumeurs affirmant que les Bell méritaient la malédiction qui les tourmentait. En enquêtant davantage, Lucie découvrit que Samuel avait joué un rôle dans la transaction foncière
entre John Bell et Kate Batts. C'est lui qui avait convaincu Kate de vendre ses terres à John, lui promettant un bon accord, tout en profitant secrètement de la vente. Maintenant, il semblait vouloir protéger sa réputation en détournant les soupçons de son implication. Quand Lucy le confronta, Samuel nia tout, mais l'entité n'était pas aussi clémente. Une nuit, alors qu'il dormait, Samuel fut réveillé par des cris horribles dans sa maison. Sa famille découvrit des griffures sur les murs et des symboles étranges tracés sur le sol. Quelques jours plus tard, Samuel quitta le village, laissant les Bell encore plus isolés. Alors que les attaques se poursuivaient, la voix de l'entité devenait de plus en plus claire et menaçante. Une nuit, Betsy fut réveillée par un murmure à son oreille, disant « Ton père doit payer de sa vie ». Terrifiée, elle courut dans la chambre de Lucy, en larmes, et lui raconta ce qu'elle avait entendu. Bien que Lucy tentât de la calmer, il devint évident pour tous que John Bell était la principale cible de la malédiction. Dès lors, la présence de Kate sembla se concentrer encore davantage sur John. Il commença à souffrir de maux de tête insupportables et de douleurs thoraciques, accompagnés d'une faiblesse constante qui le clouait au lit pendant des jours. Malgré ses efforts pour résister, il était clair qu'il perdait la bataille contre cette force invisible. Lucy, désespérée, implora l'entité de laisser sa famille en paix. Mais lors d'une attaque particulièrement violente, elle entendit la voix répondre « Il n'y a pas de pardon pour lui. Ce qui a été pris ne sera jamais rendu. » Ces paroles, prononcées sur un ton définitif, laissèrent comprendre que l'entité ne s'arrêterait pas tant que John serait vivant. Le jour tant redouté arriva enfin. Un froid matin de décembre, Lucy trouva John Bell inconscient dans son lit. À ses côtés se trouvait une petite bouteille contenant un liquide étrange, dégageant une forte odeur âcre. En tentant de le réveiller, elle comprit qu'il était mort, son visage figé dans une expression de douleur et de terreur. Le médecin du village fut appelé, mais il ne put rien faire. En examinant le contenu de la bouteille, il recula brusquement en raison de l'odeur insupportable. Betsy, en voyant l'objet, cria « C'était elle. Kate a fait ça. » Comme pour confirmer ses paroles, la voix de l'entité résonna dans la pièce. « Je vous avais prévenu, il a payé le prix. » Les funérailles de John Bell furent marquées par une ambiance pesante. Bien que de nombreux villageois soient venus, la plupart gardaient leur distance, craignant que la malédiction ne s'étende à eux. Pendant la cérémonie, un rire moqueur et perçant retentit dans les bois entourant le cimetière. Kate Batts avait tenu sa promesse. Après la mort de John Bell, la présence de Kate diminua considérablement. Les nuits, auparavant remplies de bruit, de rires et d'attaques, devinrent étonnamment calmes. La famille, encore sous le choc de sa perte, tenta de reconstruire sa vie. Mais ce silence était inquiétant. Il savait que l'entité était encore là, observant, même si elle ne se manifestait plus aussi ouvertement. Lucy Bell, bien qu'en deuil, ressentit un mélange de soulagement et de peur. Une nuit, alors qu'elle rangeait les affaires de John, elle entendit la voix de Kate pour la dernière fois. « J'ai tenu ma promesse. Il a payé pour ce qu'il a volé. Vous êtes libre, pour l'instant. » Ces derniers mots laissèrent Lucy pétrifiée. L'entité semblait partie, mais l'allusion à un éventuel retour la remplissait de terreur. Dans les jours qui suivirent, le calme revint à la ferme. Pourtant, les Bell n'oublièrent jamais les horreurs qu'ils avaient vécues. Chaque recoin de la maison semblait imprégné des souvenirs des événements, et le sentiment que Kate Batts pouvait encore rôder ne les quitta jamais tout à fait.
La mort de John Bell et les événements qui l'entouraient devinrent le principal sujet de conversation à Red River. Les habitants, autrefois sceptiques, commencèrent à croire au récit de la malédiction et à la présence de la sorcière. Beaucoup évitèrent désormais la famille Bell, craignant que toute association avec eux n'attire le courroux de Kate. La ferme des Bell, autrefois prospère, acquit une sinistre réputation. Les voisins rapportèrent un sentiment oppressant en passant près de la propriété, et certains affirmèrent entendre des rires ou des chuchotements venant de loin. La famille, en proie à des difficultés financières, dut vendre une partie de ses terres pour survivre. Lucie s'efforça de préserver la dignité de la famille, mais les rumeurs persistantes et les regards méfiants des villageois les poussèrent à vivre dans l'isolement. Quant au village, il ne parvint jamais à se libérer totalement de l'ombre de la malédiction, et l'histoire fut transmise comme une leçon sur les dangers de la cupidité et du non-respect des morts. Avec le temps, l'histoire de la malédiction de la sorcière de Bell dépassa les frontières de Red River, devenant l'une des légendes les plus célèbres des États-Unis. Des écrivains, des chercheurs et des curieux se rendirent dans la région à la recherche de réponses sur les événements qui avaient hanté la famille Bell. Certains attribuaient les faits à des forces surnaturelles, tandis que d'autres tentaient de les expliquer par des causes psychologiques ou des conspirations locales. Le site de la ferme des Bell devint une destination prisée des chasseurs de fantômes et des passionnés de mystères. Beaucoup affirmèrent ressentir une présence inexplicable en explorant la propriété ou entendre des bruits venant des ruines de la maison. Bien que le cercle de pierre ait été détruit, il restait considéré comme un portail vers quelque chose d'au-delà de la compréhension humaine. Les générations suivantes continuèrent de transmettre l'histoire, la présentant comme un avertissement. La cupidité et le mépris des autres ont un prix, disaient les anciens du village, renforçant la portée morale de la légende. La figure de Kate Batts, bien que mystérieuse, devint un symbole de la puissance du surnaturel et du danger de provoquer des forces inconnues. L'histoire de la malédiction de la sorcière de Bell reste entourée de mystères à ce jour. Pour certains, elle constitue un récit authentique d'événements surnaturels défiant toute explication logique. Pour d'autres, elle n'est qu'une légende amplifiée au fil du temps, façonnée par la peur et les superstitions d'une époque révolue. Des chercheurs modernes continuent d'explorer les archives historiques à la recherche d'indices sur la vérité derrière cette légende. Bien qu'il n'y ait pas de consensus, l'impact de l'histoire est indéniable. Elle soulève des questions sur les frontières entre le réel et l'imaginaire, sur le pouvoir des croyances et sur l'influence de l'inconnu dans nos vies. Les Bell ne furent jamais les mêmes après ces événements, et le village de Red River ne parvint jamais à échapper complètement à l'ombre de la malédiction. Une question demeure. Kate Batts était-elle réellement une sorcière, ou sa vengeance n'était-elle que la projection d'une culpabilité insoutenable? Quoi qu'il en soit, la légende continue de hanter ceux qui osent explorer ces mystères.